Il était une fois un jeune homme né en 1967 nommé Charles Michael Schuldiner, alias Chuck Schuldiner, à qui est offert à Noël son premier CD, Destroyer de Kiss. C'est en écoutant ce genre de son que l'envie grandit en Chuck de devenir musicien. Il commence la guitare en 1983 à 16 ans, tente de prendre des cours, mais n'est clairement pas intéressé. Il veut directement jouer la musique qu'il aime, tout influencé par les pionniers du genre, et formera très vite la même année son premier groupe, Mantas, dont voici un extrait de leur démo enregistré dans le garage de sa mère. Le nom Mantas avait été choisi en hommage au guitariste de Venom, mais un an plus tard, le groupe se dissout et se reforme pour réaliser diverses démos, mais cette fois-ci sous le nom de Death. Durant ces années, les membres du groupe ne cessent de changer. À un moment donné, Chuck se retrouve seul, personne ne semble correspondre à ce qu'il recherche. Il quitte alors la Floride pour aller à San Francisco, où la scène metal est en ébullition. Là-bas, il rencontre le batteur Chris Reifert, avec qui il enregistrera Mutilation. Démo de meilleure qualité que les autres, elle permettra enfin au groupe de signer avec un label qui s'appelle... Ce label va permettre à Death de sortir son premier album, que je vais laisser le son à Chuck de prononcer. La musique est sombre, l'ambiance se veut morbide, digne d'un film d'horreur. Justement, les paroles sont pour la plupart inspirées de films gore. Torn to Pieces reprend la trame de Cannibal Ferox. Scream Bloody Gore évoque Reanimator. Regurgitated Gods, Frayeur. Beyond the Unholy Grave, l'au-delà. Et Zombie Ritual, Zombie. La jaquette du CD a été dessinée par Edward Rebecca, connu dans le milieu pour ses illustrations, et notamment pour avoir créé la mascotte de Megadeth, Big Rattlehead. Ed travaillera avec Death pour les 3 premiers albums, dont Le Prosy qui sort un an plus tard. Pour cet album, Chuck engage Bill Andrews, Terry Butler et à nouveau Rick Rose qui venaient d'arrêter leur groupe Massacre. Le Prosy est un album plus varié, mieux produit, bien qu'il n'ait pas résisté à la tentation de la caisse claire des années 80, ultra réverbée, qui quand le tempo accélère couvre trop le reste des instruments. En tout cas, Chuck se veut plus inventif dans ses riffs ainsi que dans ses solis. En comparaison, ceux de Rick Rose font pas le figure, lui qui se contentera de faire couiner sa guitare à chaque intervention. Au vu de ses limites, Rick Rose sera booté hors du groupe et sort en 1990 Spiritual Healing. Ici, Chuck expérimente un effet sur sa voix qu'il utilisera dans tout l'album, et il abandonne ses thèmes gore pour parler de sujets pluriels, drogue, avortement, ou encore peine de mort, bref, tout pour passer une excellente soirée. Le titre de l'album évoque le scandale Peter Popoff, personne qui pendant des shows télévisés prétendait soigner des maladies incurables, annuler des dettes, et ce grâce au pouvoir que lui conférait Dieu. Il sera démasqué par James Randi qui dévoilera un par un ses trucs pour berner tout le monde et faire de l'argent. La chanson éponyme de Spiritual Healing s'adressera directement à Popoff. Le groupe devait partir en Europe pour défendre l'album sur scène, mais c'est alors que Chuck Schuldiner décide à la dernière minute de tout annuler pour d'obscures raisons personnelles. Le groupe part quand même sans lui et lui trouve un remplaçant au chant. Par conséquent, la performance qu'ont vu les spectateurs à cette époque n'était pas du tout au niveau habituel. Ces musiciens qu'il considérait comme ses meilleurs amis répandront un vent de haine envers lui.
He canceled the first European tour, he canceled the second European tour, and he tried to cancel this tour as well. And this time we told Chuck to fuck off and we came without him, okay? So the dude is a dick, okay? We just want to get that clear to you guys, okay? On three, you say fuck Chuck, okay? Ready? 1, 2, 3. Okay, Raging, thank you. Et c'est ainsi que Chuck obtint une mauvaise réputation de tyran, d'égoïste, d'enfoiré de bâtard. Dans les prochaines années, il n'y aura pas une interview où on ne parlera pas à Chuck de cet événement. Il se défendra contre ce qu'il perçut comme un acharnement de gens jaloux, peu indulgents. Il rappelle qu'il n'est pas le dieu qu'en a fait la presse, mais bien juste un humain. C'est d'ailleurs comme ça qu'il appellera son prochain album, Bilan de ses années difficiles. Chuck a depuis trouvé des nouveaux musiciens provenant du groupe Cynic et Steve Giorgio, le virtuose de la fretless basse. Ces gens-là bonifient clairement la musique de Def grâce à une maîtrise instrumentale bien plus poussée que les précédents membres. Les membres de Cynic ont beaucoup influé sur l'album, sur le son dans un premier temps, qui partage pas mal de similitudes avec leur propre production, et leur amour de l'expérimentation se fera grandement ressentir, avec par exemple l'un des rares morceaux instrumentaux de Def, Cosmic Sea. Ce morceau donne lieu à une ambiance sympa, tellement sympa que des développeurs de jeux vidéo reprendront cette musique pour l'introduction de leur jeu. On comprendra à quel point les mecs aiment ce genre de musique lorsqu'on voit le nom de leur entreprise et le nom de leur jeu. 2 ans plus tard, en 1993, sort Individual Thought Patterns. Seul Di Giorgio restera, les membres de Cynic se concentreront sur leur groupe. Rejoindra l'aventure Andy LaRocque de King Diamond et Jen Oglan, connu à l'époque pour ses prestations dans Dark Angel. Avec Roadrunner, un label plus gros que Combat, et cette équipe de rêve, Def gagne en notoriété. Ils auront même l'honneur à l'époque d'apparaître dans l'émission Beavis and Butthead, qui commenteront le clip de The Philosopher avec leur ton moqueur habituel. I think I saw this dude in Burger World once. I'd like 2 tacos, please. En tout cas, la musique gagne en richesse et en mélodie. Trapped in a Corner en est un parfait exemple, son introduction instaure une atmosphère épique. Toujours dans cette chanson, le duo Chuck Andy fait des merveilles, jamais Def n'avait sonné aussi spectaculaire. Ce qui semblait être un aboutissement n'était en fait que le début, c'est en 1995 que sort le monument Symbolic. Cet album rassemble beaucoup de qualités. Dans un premier temps, forcément, il y a des riffs excellents. En voici un petit assortiment.
Sur ces riffs, le talent de Jen Oglen peut s'exprimer pleinement, et ce avec une grande inventivité. Tout cela est aussi bien servi par une production enfin à la hauteur de Def, grâce à Jim Morris, fini le syndrome de la grosse caisse qui fait... Ici, quand la double pédale se déchaîne, ça envoie du gras. Le seul élément de frustration pour Chuck est la voix. Bien qu'il l'ait énormément fait évoluer pour qu'elle apporte quelque chose aux chansons, il a toujours voulu un chant mélodique, chose qu'il ne s'est jamais senti capable de faire. En tout cas, plus le temps passe, plus il bouillonne à l'idée d'assouvir ce désir, mais pas avec Def, car cela ne collerait pas avec l'univers du groupe, disait-il. Par conséquent est mis en chantier un nouveau projet, Control Denied. Il passera plusieurs années à peaufiner ce projet, à enregistrer des petites démos, il retentera même de chanter. Le résultat ne semble pas lui satisfaire, ces morceaux apparaîtront finalement dans la discographie de Def, il laissera Control Denied de côté, le temps de trouver le chanteur qu'il lui faut. Pendant ce temps, il planche sur Def, le line-up change entièrement, chacun des membres s'en sont retournés à leur groupe. Chuck trouve cette fois-ci des musiciens locaux qui habitent tout près de lui, ce qui lui apporte le confort de pouvoir répéter quand ils le veulent. En 1998 sort le dernier album de Def, The Sound of Perseverance. Il sera un énorme succès, il est clair que l'introduction du CD est plutôt vendeuse. La mélodie n'a jamais été aussi présente, notamment avec Voice of the Soul, morceau instrumental avec guitare acoustique, et chez Chuck on découvre finalement une vraie capacité à chanter comme ses idoles, avec à la fin une reprise de la chanson culte de Judas Priest, Painkiller. Sinon, les chansons de Sound of Perseverance sont bien plus longues qu'auparavant, développant des structures complexes, du coup les morceaux dépassent pour la plupart les 6 minutes, et leur cheminement s'avère moins prévisible. Cette recherche de complexité sera prolongée dans Control Denied, Chuck embauche Tim Aymar pour le chant et sort le dernier album officiel de Chuck Schuldiner, The Fragile Art of Existence. Fragile, il ne croyait pas si bien dire. Depuis quelque temps, une douleur au cou le tracasse. Après divers examens, il s'avère qu'il a une tumeur au cerveau. Chuck Schuldiner se battra jusqu'au bout contre sa maladie, mais elle aura raison de lui 2 ans plus tard, en 2001. La nouvelle fit grand bruit et l'influence que Def a eue sur la musique en fut d'autant plus révélée. On créditera souvent ce groupe comme le créateur d'un genre nommé Death Metal, chose surtout liée parce que le groupe s'appelle Def, mais Chuck préférera attribuer cela à Venom, même s'il est peu attaché aux catégories. En tout cas, la mémoire de Chuck Schuldiner est loin d'être morte, des hommages lui sont rendus régulièrement, et quelle fut la surprise lorsque l'affiche du Hellfest 2014 annonça en tête de liste un concert de Def. En effet, depuis peu maintenant, les membres de l'actuel groupe Cynic et Steve Giorgio ont reformé le groupe pour jouer les morceaux les plus marquants d'une belle discographie.